Ok, donc c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures, voire pendant toute la journée, voire pendant tout un colloque. Mon titre fait référence d'un côté à la thèse de la désannexion d'Eupen-Malmedy défendue par le Comité de politique nationale et d'un autre côté à des publications des milieux révisionnistes qui voyaient en ce rattachement à la Belgique qui voyait ce rattachement à la Belgique comme une injustice. Donc, dans un premier temps, ma contribution retracera différents arguments avancés en faveur et en défaveur de cette annexion, enfin plutôt en faveur, avant et pendant les négociations à Versailles. Ensuite, elle s'attardera de façon succincte sur la fameuse consultation populaire et le régime de transition du général Balsia, je ferai ça assez brièvement, pour évoquer finalement, aussi de façon très brève, les tensions à Eupen-Malmedy pendant l'entre-deux-guerres. Alors donc, comme je disais au début, on pourrait en parler pendant des journées entières parce que les publications quant au sujet sont assez... le nombre de publications est assez considérable. Donc je vais surtout citer les ouvrages de Klaus Pabst et Heinz Döpchen des années 60 qui ont mis en lumière ceci de façon assez exemplaire. Viennent ensuite en 1980 les travaux de Manfred Joachim Enzle qui revient sur ce rattachement et qui va surtout parler des négociations de rétrocession qui vont marquer la deuxième moitié des années 20. Et puis au milieu des années 80, Kurt Fanjul, il nomme très bien un de ses ouvrages, Die annullierte Annexion, donc l'annexion annulée. Un des rares ouvrages en langue française est celui de Roger Collinet. Et l'année passée seulement, l'historien irlandais Vincent O'Connell s'est intéressé à nouveau au sujet en dépouillant d'autres archives encore et en mettant une lumière légèrement différente sur le sujet. Voilà. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en jetant un coup d'œil sur les articles 32, 33 et 34 du traité de Versailles, parce que ce sont ces trois articles qui vont parler du territoire qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, l'article 32 nous dit « L'Allemagne reconnaît la pleine souveraineté de la Belgique sur l'ensemble du territoire contesté de Morsnet, dit Morsnet neutre. » L'article 33 « L'Allemagne renonce en faveur de la Belgique à tout droit et titre sur le territoire du Morsnet prussien, situé à l'ouest de la route de Liège à Aix-la-Chapelle. La partie de la route en bordure de ce territoire appartiendra à la Belgique. » Ceci concerne donc Morsnet, on y reviendra. L'article 34 nous dit « L'Allemagne renonce en outre en faveur de la Belgique à tout droit et titre sur les territoires comprenant l'ensemble des cercles, Kreise de Eupen et Malmedy. » Donc Malmedy s'écrit normalement sans accent, c'est pour ça que j'ai rajouté le sic. Pendant les 6 mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, des registres seront ouverts par l'autorité belge à Eupen et à Malmedy. Et les habitants des dits territoires auront la faculté d'y exprimer par écrit leur désir de voir tout ou partie de ces territoires maintenus sous la souveraineté allemande. Il appartiendra au gouvernement belge de porter le résultat de cette consultation populaire à la connaissance de la Société des Nations, dont la Belgique s'engage à accepter la décision. Donc, je vais montrer une carte pour que ce soit plus clair, surtout pour ceux qui ne connaissent pas très bien le territoire. Donc la carte montre très bien la région d'Eupen au nord, puis Malmedy dans un vert un peu plus clair parce que c'est la partie plutôt francophone.
et Saint-Vith. Et tout en haut, vous voyez un petit triangle blanc qui correspond à Morsnet neutre. Voilà. Donc, pour les articles 32 et 33, se rapportant respectivement à Morsnet neutre et Morsnet prussien, c'est assez simple. Le traité de Versailles permet de mettre fin au statut provisoire dont jouissait Morsnet neutre, appelé aujourd'hui la calamine, depuis plus de 100 ans. Donc je vous montre une autre carte où Morsnet belge, neutre et prussien sont visibles de façon plus grande. Donc vous voyez le triangle au milieu, c'est Morsnet neutre, et vous voyez vers la gauche en bas Belgisch Morsnet, et vers la droite, juste indiqué par quelques maisons, PR Morsnet, donc la partie prussienne. Et donc Morsnet neutre s'appelle aussi Altenberg dans d'anciens documents parce qu'il y avait la société de la Vieille Montagne qui gérait cette mine de zinc. Donc, voilà. Et c'est le congrès de Vienne qui avait, en 1815, donné naissance à ce curieux micro-État d'une superficie de 3,4 km² et 256 habitants. 256 en 1815, la population va s'accroître au fil du siècle pour certaines raisons. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Voilà, cause pour la création de ce micro-État, cette mine de zinc sur laquelle on ne parvenait pas à se mettre d'accord. On départagera finalement Morsnet en 3 parties, que vous voyez sur la carte. La partie prussienne, elle deviendra allemande en 1871 et la partie néerlandaise deviendra belge en 1830. Voilà. Et cet état provisoire, censé être provisoire, il va durer jusqu'en 1919-1920. Voilà. Ces 2 rattachements, donc de Morsnet neutre et Morsnet prussien, ne sont pas l'objet de grandes discussions. Ils deviennent actifs dès le 10 janvier 1919. Donc date à laquelle l'Allemagne se voit également contrainte de renoncer à l'Alsace-Lorraine, à la province de Poznanie, à une majeure partie de la Prusse occidentale et à la région de Hlučín. Donc en allemand le Hulčiner Ländchen, c'est peut-être mieux connu sous ce nom-là. Alors, concernant l'article 34, c'est moins évident. L'article 34 qui se rapporte au cercle prussien d'Eupen et de Malmedy. Ici, il est instructif de remonter aux arguments formulés déjà avant les négociations de paix et qui vont finalement être avancés en bonne partie, à Versailles. Alors, la frontière entre les provinces belges et la Prusse, telle qu'elle fut redessinée au Congrès de Vienne, est déjà l'objet de critiques au milieu du XIXe siècle, au sein du jeune État belge. Donc on aime bien, au XIXe siècle, se projeter dans le passé pour trouver des arguments historiques et pour se trouver une identité nationale forte. Je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Les thèses d'Henri Pirenne et son histoire de Belgique viennent ensuite populariser l'idée de la Belgique comme État successeur des Pays-Bas autrichiens, dont Eupen-Malmedy a fait partie. Et dans ce contexte apparaissent par-ci et par-là quelques mentions de ce territoire limitrophe que certains verraient bien intégré et, entre guillemets, retourné dans l'État belge. Et certains ne craignent pas de faire une parallèle avec l'Alsace-Lorraine, perdue par la France en 1871. Donc, citons comme exemple le journal des tribunaux qui mentionne en 1910 explicitement notre Alsace-Lorraine, où se trouveraient des frères de race et de langue exilés et emprisonnés en Prusse. Donc il est évident que l'auteur pense ici en premier lieu aux 10 000 Wallons malmédiens, mais en accord avec la neutralité de l'État belge, aucune revendication officielle n'est jamais formulée. La violation de cette neutralité par l'armée allemande en août 1914 et plus de 4 années de guerre viennent changer cette situation et ravivent les rêves d'annexion dont Eupen-Malmedy n'est qu'une petite partie.
Prenons le 15 avril 1915, le ministre des Affaires étrangères rédige une note destinée aux diplomates belges qui récapitule les revendications territoriales belges en cas de négociation de paix. Il s'agit essentiellement de, entre guillemets, rectifier les injustices des contrats de 1831 et 1839. Et concernant Eupen-Malmedy, Saint-Vith, mais aussi des cantons de Schleiden et Cronenbourg, on formule uniquement une demande prudente applicable en cas de démembrement de l'Empire allemand. Quelques mois plus tard seulement, Raymond Poincaré fait sous-entendre à un représentant du gouvernement belge qu'une extension du territoire vers Aix-la-Chapelle serait tout à fait envisageable. Donc il est évident qu'il prend en considération aussi le rôle stratégique de la région comme petite zone tampon. Au sein du gouvernement en exil à Le Havre, l'éventuelle désannexion d'Eupen-Malmedy est sujet à débat. Lors du Conseil des ministres du 24 février 1916, c'est surtout le ministre socialiste Émile van der Velde qui se montre réticent, car il craint que ce rattachement pourrait davantage détériorer les relations diplomatiques avec l'Allemagne. Et donc les socialistes vont se montrer réticents pendant toute la durée des négociations et aussi pendant tout l'entre-deux-guerres. Ils vont plutôt réclamer un véritable plébiscite pour la région. Pendant le conflit, on peut également recenser une véritable littérature annexionniste, on l'a déjà évoqué hier. Parmi les écrits belges de l'époque ayant comme objet une extension à l'est figurent ceux de Maurice Desambiaux, de l'avocat Zwendelaar, du diplomate Eugène B et de Pierre Nothomb, évidemment. Il se réfère généralement aux thèses d'Henri Pirenne pour argumenter que Eupen-Malmedy fait partie de la nation belge, déjà incarnée par les provinces du Sud. De manière générale, les arguments avancés sont avant tout historiques, culturels et linguistiques, mais également de nature stratégique et économique. Alors, si des personnes comme Pierre Nothomb considèrent Eupen-Malmedy comme territoire revenant historiquement à la Belgique et d'un point de vue économique, même comme hinterland du port d'Anvers, il faut constater que de l'autre côté, on utilise des arguments similaires pour justifier le maintien de ce territoire en Allemagne. Tel est le cas du bourgmestre d'Eupen, Metternich, qui fait remarquer que la région limbourgeoise faisait partie du Saint-Empire romain de nation allemande. Et par ailleurs, il souligne non seulement l'importance du lien économique qui unit Eupen à la région limbourgeoise, mais il revendique également le rattachement des territoires belges où l'on parle un dialecte allemand à l'Empire allemand. Voilà. Après l'armistice, et là c'est intéressant, Metternich s'adonne à un exercice de rhétorique en adaptant ses arguments. Désormais, ce n'est plus le Limbourg belge, mais la ville d'Aix-la-Chapelle qui devient le partenaire économique primordial à la survie de la petite ville d'Eupen. Après l'armistice, moi j'avance un peu dans... Oui, j'ai oublié d'avancer ici. Donc ici une carte, à mon avis, qu'on verra aussi demain, qui montre donc les revendications territoriales formulées par le comité de politique nationale. Et voilà. Donc après l'armistice, donc dans le contexte de l'immédiate après-guerre, il faut signaler la création du politique national en décembre 1918, qui, à travers une déclaration comptant pas moins de 275 000 signataires, fait raviver les rêves d'une grande Belgique en récupérant des territoires perdus en 1839, voire déjà en 1815. Et donc c'est à ce moment-là qu'on fait circuler cette fameuse carte. Voilà. Donc vous voyez bien à l'est
que voilà, parmi les territoires que l'on souhaite récupérer, entre guillemets, figure aussi Eupen-Malmedy. Donc il s'agit ici de cette fameuse thèse de la désannexion déjà évoquée. Et ce point de vue, je ne l'ai pas encore dit, fait des Eupenois des limbourgeois. Il fait des Malmédiens des habitants de l'ancienne abbatiale Stavelot-Malmedy et des Saint-Vitois des luxembourgeois. Donc ainsi, ce point de vue est clairement à l'origine de l'expression consacrée canton rédimé. C'est de là que vient l'expression. Donc c'est donc bien au lendemain de la Première Guerre mondiale que naît cette expression, et non après la Seconde Guerre, comme beaucoup de gens le pensent encore aujourd'hui. Et de cette manière aussi, la période prussienne ou allemande de 105 ans est vue comme une grande parenthèse. Alors, venons maintenant aux arguments formulés à Versailles même. Les revendications que Paul Immense dépose le 17 janvier 1919 au nom du gouvernement belge à Paris sont largement fondées sur la déclaration du CPN. Les pourparlers concernant la frontière belgo-allemande ont lieu au sein de la Commission pour les affaires belges et danoises, commission mise en place en février 1919. Le fait que les États concernés n'en font pas partie donne une impression d'impartialité, mais en réalité, il faut le souligner, son président André Tardieu appuie la demande belge concernant les 2 cercles wallons, comme il disait à l'époque. La délégation belge arrive également avec des arguments historiques dans les bagages, avec une cohorte d'experts à l'appui. Car cette délégation est constituée non seulement d'hommes politiques, de diplomates et de juristes, mais aussi de 3 historiens. On l'évoquait hier. Leur devoir est de soutenir les revendications belges en se basant sur le Congrès de Vienne et les contrats signés par la Belgique en 1839. Ces historiens vont donc défendre la thèse de la désannexion d'Eupen-Malmedy. Ainsi, la première note transmise par Immense le 12 février 1919 à la Commission des affaires belges avance ses arguments historiques et mentionne par ailleurs une pétition en cours à Malmedy, mais aussi du côté de Liège, Dinan et Bruxelles, pour un rattachement de ce territoire avec 10 000 habitants wallons à la Belgique. Donc au total, le territoire compte 60 000 habitants, grosso modo, et dont 10 000 sont wallons. Et donc voici un des textes qui a circulé par rapport à cette pétition. Voilà, Monsieur le ministre, les sous-signés conseillers communaux de la ville de Malmedy, qui forment l'absolue majorité de conseils composés actuellement de 16 membres. Considérant que la ville de Malmedy n'est prussienne que depuis 1815, qu'elle a été détachée en ce moment des départements belgiques sans consultation aucune de ses habitants et contre leur volonté, que la victoire de la Belgique et ses alliés marquent l'heure de rompre des liens qui la rattachaient à un pays étranger, émettent le vœu de voir le Congrès de la paix désannexer, donc désannexer purement et simplement la Wallonie malmédienne, signée par le Conseil. Pardon ? Ça date de début 1919. Je n'ai pas la date exacte du document. Donc, c'est un peu plus tard que janvier. C'est un peu plus tard que janvier. La pétition est en cours en janvier, mais ce document-ci date d'un peu plus tard. Elle est invoquée pendant la conférence. Non, ce document n'est pas lu pendant la conférence, mais on fait référence à la pétition. On fait référence. Dans les débats, on fait référence. Donc, comme je disais, donc, dans la première note transmise par Immense le 12 février 1919, donc, il en parle. Voilà.
Une autre trace de cette pétition se trouve également dans un article de Gustave Charlier, paru en janvier 1919 dans la revue Le Flambeau. Après avoir retracé l'histoire du malheureux petit pays de Malmedy, on a presque envie de pleurer, donc je ne m'attarde pas là-dessus. Sous le joug prussien, le romaniste et historien de la littérature termine avec les mots suivants, que je n'ai pas sur la présentation. Maintenant que l'occupation anglaise vient briser leurs chaînes et desserrer leurs bâillons, nous attendons de ces enfants perdus de la Wallonie qu'ils nous disent en toute sincérité leurs sentiments et leurs aspirations. Ils ont déjà, assure-t-on, commencé de le faire. Tant mieux, car si vraiment ils sont restés nôtres au service de l'étranger, ce nous sera une grande joie de leur faire place au libre foyer belge pour les y accueillir fraternellement. C'est une petite anecdote. Sur base d'arguments culturels et linguistiques, on tombe relativement rapidement d'accord sur le rattachement de la partie wallonne du Kreis de Malmedy, donc qui correspond aux communes actuelles de Malmedy et Wem. Et pour la partie germanophone de ce Kreis, l'argument décisif sera le rôle stratégique du camp militaire d'Elsenborn plutôt. Car derrière les coulisses, André Tardieu reçoit les instructions d'un officier du 2e bureau qui voulait voir enlever à l'Allemagne la gare stratégique de Zurbrot, le camp d'Elsenborn et le contrôle sur le plateau de l'Eifel qui ont tous les trois servi à une concentration des troupes avant l'invasion de 1914. Pour le Kreis d'Eupen, la délégation belge avance la thèse de la désannexion que l'on vient renforcer avec l'argument économique de la proximité avec la mine de Morsnet-Neutre. En effet, celle-ci est en train de s'épuiser et la société de la vieille montagne dont je parlais auparavant, gérant cette mine, devrait pouvoir s'approvisionner en étendant ses activités vers le sud, donc vers le pays d'Eupen. Autre argument économique et stratégique pour un rattachement du cercle d'Eupen est le Hertogenwald. Donc, cette vaste forêt sera vue comme une compensation pour les dégâts de déforestation causés par l'armée allemande et constituera, d'un point de vue militaire aussi, une barrière naturelle. En même temps, la délégation belge avance le danger de pollution par les industries textiles à Eupen et Montjoie, raison pour laquelle il serait préférable de pouvoir contrôler ce territoire. Donc ça, c'est un autre argument fourni. Les représentants des États-Unis et de la Grande-Bretagne se montrent néanmoins frileux pour un rattachement d'Eupen. Et c'est Tardieu qui soulignera encore le lien historique avec le duché de Limbourg et le soi-disant caractère belge de la région qu'il aurait lui-même constaté lors d'une visite avant la guerre. L'industrie drapière aurait été amenée par les marchands flamands et le patois des Eupenois s'apparenterait plutôt à du flamand qu'à de l'allemand. Il y a des liens de parenté, ça, voilà. En avril, Immense est informé par le Conseil suprême que la Belgique obtiendra les deux Kreis d'Eupen et de Malmedy. Et ce sont finalement les arguments stratégiques et économiques qui auront avant tout convaincu la délégation américaine, concernant Eupen avant tout. Le président américain Wilson réclame un plébiscite pour Eupen-Malmedy. Et c'est ici qu'apparaissent des tensions entre le désir, d'un côté, de faire respecter le droit d'autodétermination des peuples, et de l'autre côté, la volonté d'octroyer une compensation territoriale en guise de réparation à la Belgique. C'est cette tension et l'influence de la délégation française qui expliquent les modalités uniques de l'article 34 du traité de Versailles, où il est question d'une consultation populaire, constituée de 2 listes publiques dans lesquelles les habitants s'opposant au rattachement à la Belgique peuvent s'inscrire. Donc c'est un vote négatif et pas secret.
hein, soyons bien clairs là-dessus. Car les membres de la délégation française, avant tout Tardieu, craignent qu'un véritable plébiscite, comme il est prévu en Silésie, à Schleswig ou encore en Prusse orientale, serait en défaveur des intérêts belges et français aussi. Alors une deuxième curiosité concernant ce référendum négatif est le fait que l'État belge est chargé de l'organisation de celle-ci. Donc c'est l'État belge qui est chargé de l'organisation de cette consultation populaire. Ainsi, les commissaires des districts d'Eupen et de Malmedy ont commission deux tâches pas vraiment conciliables. D'un côté, intégrer la population au sein de leur nouvelle patrie, et de l'autre côté, s'assurer du bon déroulement de la consultation populaire. La Société des Nations est uniquement chargée de prendre connaissance du résultat et de prendre la décision finale sur base des résultats de cette consultation. Les critiques ne se laissent pas attendre, aussi bien en Belgique qu'en Allemagne. Donc en Belgique, ce sont à nouveau les socialistes qui élèvent la voix. Louis de Broucker indique que ce n'est là que la parodie d'une garantie démocratique. Et le POB, comme je l'ai dit auparavant, défendra d'ailleurs jusqu'en 1933 le projet d'un véritable plébiscite. Toute protestation allemande, je ne vais pas m'attarder là-dessus, pas aller dans les détails, est rapidement rejetée. Seule la demande que ce soit la SDN qui devrait surveiller la consultation populaire est retenue dans un premier temps, mais le Central Committee on Territorial Questions n'appliquera pas ce changement et l'Allemagne se voit contrainte de signer le 28 juin 1919 le texte tel que vous l'avez lu. Donc ainsi, cette consultation populaire entre dans l'histoire comme Scheinabstimmung, comme petite farce belge et comme comédie et caricature. Bon, et je vois que je n'ai pas le temps de parler un peu de cette consultation populaire proprement dite, mais je pense que dans un certain sens, j'en ai dit assez et je vais laisser, on posera des questions par la suite, on peut en débattre pendant encore une heure après si vous voulez. Voilà. Bon, merci pour votre attention.